Entendez-vous l'écho par Maëlys Bessery. Nous achevons aujourd'hui notre série consacrée à la monnaie par un débat. Cette semaine, nous nous sommes glissés dans la peau de John Maynard Keynes et avons remis la monnaie au centre de nos réflexions. La monnaie, instrument économique, créateur de liens sociaux, qui a aussi mis en jeu des questions politiques, notamment de souveraineté. Une souveraineté qui a changé à plusieurs reprises d'échelle, en même temps que la monnaie s'est essayée à de nouvelles formes. Il est 14h sur France Culture et c'est l'heure du débat d'Entendez-vous l'écho. Pour débattre de l'avenir de la monnaie aujourd'hui, nous accueillons autour de la table Ludovic Desmet, maître de conférence à l'Université de Bourgogne, qui a co-dirigé avec Jérôme Blanc Les pensées monétaires dans l'histoire 1517-1776, publié aux éditions Garnier. Face à vous, Jacques Favier, historien reconverti dans l'investissement en capital, devenu auteur d'un blog La Voix du Bitcoin et d'un essai Bitcoin, la monnaie acéphale, publié aux éditions du CNRS. En duplex avec nous, Ariane Tichit, maîtresse de conférences en économie à l'université de Clermont-Ferrand et qui nous parle depuis France Bleu Auvergne. À 14h50, Mounia Van de Castel nous donnera des nouvelles de l'écho, suivi de près par le chiffre du jour de Guillaume Duval. Ariane Tichit, Ludovic Desmet et Jacques Favier, bonjour. 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 Alors, on aime bien commencer par une petite référence, une petite archive, un son. Alors aujourd'hui, ce sera une lecture. Depuis l'Antiquité, il a été établi avec raison, en vue d'éviter la fraude, qu'il n'est pas permis à n'importe qui de faire de la monnaie ou d'imprimer une figure, une image, sur l'argent et l'or qui lui appartiennent. Mais que la monnaie, l'impression du coin, doit être faite par une personne publique ou par plusieurs désignés pour cela par la communauté. Parce que la monnaie est par nature instituée et inventée pour le bien de la communauté. Et puisqu'il n'est pas de personne plus publique ni de plus grande autorité que le prince, il convient que ce soit lui, au nom de la communauté, qui fasse fabriquer la monnaie et la fasse marquer d'une empreinte appropriée. Quoique pour l'utilité commune, il revienne au prince de mettre sa marque sur la pièce de monnaie, il n'est pas cependant le maître ou le propriétaire de la monnaie qui accourt dans son état. La monnaie est l'étalon de la permutation des richesses naturelles. Elle est donc la possession de ceux auxquels appartiennent ces richesses. Car cela n'est pas seulement au prince que Dieu a donné au commencement la liberté et le pouvoir de disposer des choses, mais à nos premiers parents et à toute leur postérité, comme il est écrit dans la Genèse. La monnaie n'appartient donc pas au seul prince. C'était un extrait du traité des monnaies d'Oresme que nous allions à Arjuna Andrade. Alors un traité que vous citez, Ludovic Desmet, dans votre ouvrage La pensée monétaire dans l'histoire. Et cette question de à qui appartient la monnaie est une question qui a traversé l'histoire de l'économie. Et qui nous occupe encore aujourd'hui. Et qui nous occupe encore. Est-ce que c'est vraiment le fait du prince? Est-ce que ça dépend que de l'État? Ou est-ce que, au contraire, la monnaie doit être avant tout marchande et appartenir aux citoyens, comme il en était question hier? C'est ce qui tend les questions monétaires depuis la plus haute antiquité, en tout cas depuis au moins Nicole Oresme qui écrit au Moyen-Âge, et aussi Nicolas Copernic. En fait, vous avez cité tout à l'heure un ouvrage qu'on a publié avec Jérôme Blanc sur les pensées monétaires de l'histoire, et on commence au XVIe siècle avec Copernic, donc un auteur polonais qui, au XVIe siècle, dit on a 4 principaux fléaux qui peuvent nous toucher, nous humains: la discorde, la mortalité, la stérilité de la terre et le désordre des monnaies. Et donc voilà, on est obligé de, si on a un bon prince, il va essayer de faire en sorte que nos monnaies ne se détériorent pas trop et qu'elles profitent à l'ensemble de la société. Sauf qu'on comprend tout de suite que ces liens entre l'État et la monnaie sont très complexes. D'ailleurs, il y a ceux qui disent finalement la monnaie appartient à ceux qui la font circuler. Oui, de toute façon, on a mis en place, on y reviendra peut-être tout à l'heure là-dessus, mais on a mis en place tout un arsenal légal, puisque la monnaie est quelque chose, encore une fois, si elle tombe en désordre, on assiste à des crises telles que l'hyperinflation allemande des années 20, sur laquelle a travaillé André Orléans, ou d'autres hyperinflations, même modernes, au Venezuela, etc. Donc on a tout un arsenal légal qui fait en sorte que n'importe
qui ne peut pas s'improviser comme monnayeur, mais en même temps, on a aussi des forces sociales qui font qu'on aimerait bien se réapproprier une partie de ce pouvoir d'émission, et donc on va avoir constamment un jeu entre le centre étatique légal et la société, en gros, qui aimerait bien avoir plus de monnaie, ou en tout cas une monnaie peut-être un peu différente, un peu moins contrainte, un peu moins rigide, et éventuellement contourner le système bancaire, qui est associé dans nos systèmes occidentaux, en tout cas, directement à l'État, puisqu'on a une hiérarchie, on a la banque centrale, les banques secondaires et les agents non financiers qui agissent de concert. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, Jacques Favier, de manière générale, sur ces liens qu'on a pu observer entre la monnaie et un territoire ? Une monnaie d'ailleurs dont on voit aujourd'hui qu'elle a tendance à se déterritorialiser. Alors la déterritorialisation de la monnaie, elle ne date pas d'aujourd'hui, puisque la monnaie, elle circule, elle n'est pas seulement faite pour être échangée d'un bout de la table à l'autre, mais en réalité d'un bout de la terre à l'autre. On retrouve des monnaies romaines dans les tombes chinoises. Et aujourd'hui, on voit bien en France circuler des dollars ou des monnaies d'autres pays du monde. C'est vrai que souvent les autorités parlent de la monnaie ou du cash comme s'il n'existait que le leur. On vous dit la Banque centrale européenne réfléchit à supprimer le cash. Je dis très bien, le cash circulera en dollars. Donc la monnaie a une relation avec un territoire, avec le prince qui règne sur ce territoire, dans la mesure où se posent des problèmes d'ordre public. On voit bien, à part les problèmes d'impôts qui sont centraux également, on voit bien que face à la circulation de plusieurs types de monnaies, qui a toujours existé, c'est pas d'aujourd'hui qu'apparaissent des objets comme le Bitcoin. Vous avez, dans la France de l'époque moderne, circulent des monnaies d'or ou d'argent, espagnoles, vénitiennes, florentines, etc. Le pouvoir royal est toujours écartelé entre deux impératifs. Le premier, rappeler sa propre souveraineté, parfois de façon un peu scrogneugneux, et puis scrogneugneux, vous nous définissez quand même, Jacques Favier. Un peu ronchon en disant c'est moi, il n'appartient qu'au roi d'émettre de la monnaie dans son royaume. Le prince. Mais voilà, après, il a aussi un problème d'ordre public, c'est-à-dire que si tous les jours de marché il y a rixe en place de grève parce qu'on n'est pas d'accord sur le taux de change de l'une ou de l'autre, il est bien aussi obligé de considérer que positivement circulent des espèces qui ne sont pas les siennes, mais que certaines transactions sont soldées dans ces monnaies-là. Et d'ailleurs, le prince lui-même souhaite avoir des monnaies des autres pays. Après tout, les Chinois acceptent bien le dollar. On a toujours vu dans un État accumuler la monnaie d'un autre. Donc, le lien entre la monnaie et le territoire est quelque chose de beaucoup plus subtil que de dire simplement vous êtes en France, vous avez des euros, comme on vous dirait, vous êtes en France, vous parlez français. Oui, mais il pourrait y avoir une autre simplification qui consisterait à penser que la monnaie c'est complètement déconnecté des questions de territoire ou qu'elle est complètement dématérialisée. Et Ariane Tichit, là-dessus, vous menez d'autres réflexions, notamment sur ce que nous dit la monnaie locale et l'arrivée et l'apparition de ces monnaies locales. Oui, moi je voulais rebondir sur ce que disait aussi Jacques sur la diversité. En fait, il est assez surprenant de voir que le libéralisme prône la concurrence et la diversité dans tous les domaines, sauf dans le domaine monétaire. Et l'émergence de nouveaux projets, de nouvelles formes de monnaie avec des fonctions spécifiques. Je ne sais pas si on aura trop le temps d'évoquer. On a tout le temps ici, vous pouvez. Bon. Ok. C'est qu'en fait, c'est assez exceptionnel dans l'histoire. Enfin, je parle évidemment sous couvert de mes deux collègues qui sont bien plus spécialistes que moi sur l'histoire des formes monétaires, mais d'avoir un seul objet, une seule unité monétaire qui a toutes les fonctions. Et en fait, l'émergence là des projets qu'on va venir, notamment des projets de monnaie locale, c'est justement de décloisonner. C'est de donner à certains objets certaines fonctions, notamment pour les monnaies locales, essentiellement la fonction circulation dans les échanges réels, et pas d'autres, du genre les monnaies locales n'ont pas vocation à être des monnaies spéculatives. On pourrait très bien imaginer un monde fait de diversité monétaire qui donnerait le choix, la possibilité aux gens finalement d'utiliser plus un outil qu'un autre, plus une unité qu'une autre.
Et puis d'avoir comme ça des monnaies dédiées, pourquoi pas, comme des jetons de casino à la spéculation. Oui, mais là, Ariane Tichit, vous nous posez quand même la question de qu'est-ce que la monnaie? Est-ce que on peut tout mettre derrière ce terme de monnaie? Est-ce que les échanges de jetons, est-ce que les échanges de points fidélité dans les magasins, est-ce que tout ça c'est de la monnaie? Qu'est-ce que vous en diriez, Ludovic Desmet? Bon, au niveau légal, il suffit de regarder un peu ce que disent les banques centrales. La Banque de France a une définition de la monnaie nationale qui est l'euro, et d'ailleurs avait publié il y a 2 ou 3 ans une petite brochure d'une dizaine de pages en disant aux usagers du Bitcoin, faites très attention parce que justement ce n'est pas une vraie monnaie, c'est éventuellement un moyen de paiement, mais au niveau de la réserve de valeur et l'unité de compte, ça ne correspond pas aux 3 fonctions essentielles de la monnaie. Et je voulais en revenir sur une chose qu'a dit Ariane, c'est l'association du libéralisme et de la monnaie, elle est quand même assez compliquée, parce que les vrais libéraux, type Hayek, dans les années 70, militaient pour une dénationalisation de la monnaie, comme disait Hayek. Donc il y aura une concurrence entre différentes monnaies. Voilà, et chacun, alors chez Hayek c'est le système bancaire, chaque banque pourrait émettre sa propre monnaie, mais on a un cran au-dessus maintenant, on a les partisans d'un free banking généralisé où chacun d'entre nous pourrait émettre sa propre monnaie, et la meilleure, la plus stable, gagnerait sur les autres. Et d'ailleurs les libertariens, comme l'a dit Odile Lakomsky hier, sont très à l'affût du projet Bitcoin, puisque selon eux c'est une espèce de mise en musique du projet hayekien, mais encore une fois, Hayek pensait à une concurrence des monnaies bancaires. Le Bitcoin contourne le système bancaire, justement. Qu'est-ce que vous en pensez, Jacques Favier? Est-ce que, effectivement, une mise en concurrence des monnaies, c'est un peu ce qu'on observe d'une certaine manière avec le Bitcoin? C'est ce qu'on observe de toute façon avec la dérégulation, avec la mondialisation, la concurrence des monnaies, elle est antérieure au Bitcoin. Il y a un point central que, curieusement, on oublie toujours dans un pays où les prélèvements obligatoires représentent plus de la moitié du PNB. On est capable de passer 1 heure à parler d'économie sans parler d'impôts. Il y a une chose qui territorialise la monnaie. C'est dans quelle monnaie le prince souhaite être payé de son impôt. Et ça, Jésus de Nazareth le savait. Il y a la tête de César sur la pièce, donc elle est faite pour être rendue à César. On parle de circulation de la monnaie comme si c'était sur la place d'un marché entre échangistes, comme disait votre intervenant l'autre jour. En réalité, il y a quand même un échangiste un peu particulier qui est le prince, lequel solde les soldats. Avec des sous, les soldats vont sur le marché on fait du trafic, on repaye de l'impôt vers le prince, et cette circulation de la monnaie ne se fait pas simplement comme dans certains chapitres 1 de manuel d'économie où on échange des mammouths contre des quartiers d'antilopes. Cette circulation de la monnaie se fait à l'échelle d'un territoire avec une pompe aspirante refoulante qui est la puissance publique qui évidemment a tendance à vouloir être payé de l'impôt dans la monnaie sur laquelle elle a seigneuriage, contrôle et maîtrise. Donc ça, c'est un point d'ancrage. Entre monnaie et État, vous introduisez la question de l'impôt qui, effectivement, n'a pas été évoquée. Qui est centrale. Après, le Bitcoin, dont on va peut-être parler tout à l'heure, est une monnaie sui generis parce qu'elle n'est pas la monnaie d'un État particulier, elle n'est pas la monnaie d'une confédération d'États, elle est la monnaie, pour moi, tous les bitcoiners parleront peut-être pas de la même façon, mais pour moi, elle est essentiellement la monnaie du cyberespace, dans lequel il n'y a pas d'impôt. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce mouvement qui aurait incité à une sorte de déterritorialisation, ou en tout cas une monnaie qui serait plus liée à une communauté qu'à un espace ou à un territoire, même s'il y a évidemment l'exemple aussi des monnaies locales. Ariane Tichit? En fait, c'est vrai que pour ce que je connais des crypto-monnaies, et donc tous les avatars aussi depuis qui sont apparus à partir de 2009 2008-2009 et l'apparition de Bitcoin, c'est qu'en fait ça peut fédérer des communautés qui sont pas géographiquement ancrées. Donc on a du Gaycoin par exemple, etc. Ou du Podcoin pour les fumeurs de marijuana. Mais vous nous expliquez un peu en détail ces différentes catégories que vous venez de Comment vous savez désigner ça? Je m'y intéresse. C'est pour ça. En fait, comme le Bitcoin, en fait, c'est un protocole qui est open source. N'importe qui peut télécharger le code et puis l'utiliser et le diffuser dans une communauté quelconque. Mais
voilà, dans ce cas-là, c'est vraiment des avatars du Bitcoin puisqu'ils fonctionnent exactement de la même façon sur une preuve de travail pour la création d'unités, etc. Et c'est simplement la spécificité, c'est que c'est utilisé au sein d'une communauté particulière. Il n'y a pas d'innovation technique, il n'y a rien. Alors qu'il y a d'autres crypto-monnaies qui se sont développées et qui cherchent à être, par exemple, moins énergivores, plus utiles à la communauté. Odile Lakomski-Laguerre, hier, vous a parlé du Faircoin, notamment. Et puis, on voit toute une communauté qui s'empare de ces outils, qui ne sont que des outils, et qui peuvent être mis au service de communautés qui portent des valeurs différentes. On a le sentiment qu'il y a plusieurs phénomènes qui se sont croisés, qui ne sont pas toujours liés. Il y a eu d'un côté l'évolution de certains systèmes politiques et de zones géographiques. On a l'euro, par exemple, qui est une zone économique qui ne correspond pas à un État, mais à plusieurs. Il y a de l'autre l'évolution technique qui a permis aux monnaies de se dématérialiser. Et puis peut-être l'émergence de nouvelles souverainetés n'émanant pas toujours des États. Comment est-ce qu'on peut faire le tri dans tout ça, Ludovic Desmet ? Ce dont on se rend compte aujourd'hui, et c'est peut-être une des raisons de votre série d'émissions, c'est que la monnaie est en train de déborder un peu de ces espaces qu'on pensait être naturels, en fait, et on avait coutume de croire en Europe ou dans le monde occidental en général que on avait une conjonction naturelle entre une nation et une monnaie. Et en fait, on se rend compte que ça a été un épisode très très restreint de l'histoire monétaire. En gros, le fait qu'on n'utilise qu'une monnaie sur un territoire national, c'est en gros 18e, 20e siècle, mais en ce moment, c'est en train de déborder de partout. Soit on a des monnaies supranationales, type euro, qu'on connaît tous, mais aussi la zone franc, par exemple, qui est un peu plus ancienne. On a donc on dépasse l'État. On a aussi un niveau infra-étatique qui est le niveau local. Qui est le niveau local, voilà. Et donc, et ce modèle une nation, une monnaie est en train de fuir un petit peu de tous côtés, et ça nous pousse à nous interroger justement sur la précarité. Et de toute façon, lorsqu'on voyage un peu, sans parler même des monnaies virtuelles ou électroniques, etc. Il suffit de voyager un peu pour se rendre compte qu'au Mexique, on peut payer en dollars américains ou en pesos mexicains. Et au Cambodge, c'est encore pire, il me semble, en tout cas, il y a une dizaine d'années, 85% de la masse monétaire est constituée du dollar américain. Alors que on a parlé de dollarisation. Oui, mais c'est une dollarisation officieuse, c'est pas officiel, parce qu'on peut dollariser officiellement en disant, bon, on supprime notre monnaie nationale, c'est le Panama, on s'arrime au dollar parce qu'on n'arrive pas à gérer notre monnaie. Ce qui va peut-être arriver à d'autres pays d'Amérique du Sud. Mais la monnaie légale du Cambodge est le riel, mais 85% des échanges se font en dollars américains. Et au nord du pays, on fait des transactions en yuan, et au sud, en dong, la monnaie vietnamienne. Donc, ce qui fait qu'on a des gens qui, quotidiennement, en tout cas pour ceux qui sont dans les sphères marchandes, on passe d'une unité monétaire à une autre de manière... alors ça pose un problème de fiscalité, effectivement, pour l'État vietnamien, parce que comment on fait une politique monétaire quand les gens s'appuient sur une monnaie qui est autre que la monnaie légale, et en quoi collecte-t-on l'impôt? Ça, c'est une question, effectivement, centrale. Mais notre modèle européen nationaux-centré est assez, peut-être pas extraordinaire, mais en tout cas très localisé dans le temps et dans l'espace. Alors, comme vous avez utilisé le mot officieux, on va faire plaisir à Jacques Favier. Bon, puisque t'as pas l'air de me croire, tu sais combien j'ai fait d'opérations en 30 piges d'exercice? Je sais pas, moi, une dizaine? Non, monsieur, 5. Il y en a 4 qui ont bien tourné, et puis il y a eu la 5e. Ça a pas marché? Ah non, ça n'a pas marché. Et pourtant, je pouvais croire que j'avais tous les atouts en main. Léon le Stéphanois, qui était un vrai Rubens, m'avait gravé un 100 florins plus beau que le vrai. J'avais trouvé le papier en Italie et les encres en Suisse. La bécane, je m'étais mouillé de 7 briques. Je l'avais fait venir de chez Kottenburg à Leipzig. Et encore, pour plus de sécurité, je l'avais fait transiter en pièces détachées, moitié par l'Italie, moitié par le Portugal. Tu peux pas savoir. Oh, dis donc. Mais attends, c'est pas tout. En 8 heures au chrono, les 2 millions de florins étaient tombés. La bécane démontée, la gravure détruite et tout le papier brûlé. Tout. Alors, qu'est-ce qui a pas marché? Eh devine. Ton client qui t'a pas casqué? Non. T'as eu les ennuis avec les perdreaux? Non. Alors là, je vois pas. Le 17 juin 45. Ça te dit rien, ça, toi, le 17 juin 45. Eh le 17 juin 45, la Banque Royale des Pays-Bas a annoncé que la coupure de 100 florins était démonétisée et retirée de la circulation, plaquée en banque. Un van de Madame la Reine Wilhelmine. Ah, je m'en rappellerai de celle-là. À cause d'elle, je me suis farci un feu de cheminée de 1500 millions. Ils avaient le droit de faire ça? Pauvre con. Le droit. Mais dis-toi bien qu'en matière de monnaie, les États ont tous les droits et les particuliers, aucun.
Alors Jacques Favier, grâce à vous, le cave se rebiffe à nouveau dans Entendez-vous l'écho. Vous avez choisi cet extrait. On entend que l'argent voyage d'un pays à l'autre, transite, et on entend aussi tout ce jargon national autour de l'argent. Il y a toujours eu un jargon autour de l'argent. C'est un passage que j'aime bien. Il est même dans le livre qu'on a publié avec Adlita Kalbataï, on a inséré un certain nombre de QR codes pour que les gens, quand ils sont fatigués de nous lire, puissent regarder des petites scènes au cinéma. Et il y a un lien vers cette scène culte. Cette scène rappelle une chose que tout tente à nous faire oublier, c'est que notre argent, nous ne le touchons jamais. Quand vous avez un billet de 100 € entre les doigts, vous pouvez penser que vous avez beaucoup d'argent entre les doigts. Vous avez un morceau de papier, réveillez-vous. Et il peut être démonétisé, bloqué en banque, etc., comme dans le cave sur bif. Il peut être démonétisé comme en Inde. C'est pas un scénario simplement à la Michel Audiard. Il peut être faux. Il peut être faux, mais il est toujours faux. Il est plus ou moins faux. Et puis surtout, quand vous regardez votre compte en banque, vous regardez vos économies, vous pensez que vous les avez. En réalité, non, vous avez une créance sur une société de banque qui est certes régulée, contrôlée, garantie peut-être, je ne sais pas, mais vous ne touchez pas votre argent. Alors que la monnaie qu'on appelle virtuelle, à tort, de façon polémique, qui est le Bitcoin, pas plus qu'une pièce d'or, on ne peut vous la saisir. On peut vous la braquer si on a un revolver sur votre tempe, mais on ne peut pas vous confisquer ou vous démonétiser un bitcoin, de même que si vous avez des pièces d'or sous votre matelas, sauf à rentrer chez vous de force, le roi ne peut pas dire que c'est pas de l'or, il peut pas changer le nombre de grammes d'or qui sont contenus dans une pièce. Autrement dit, la scène culte du cave sur bif rappelle que toutes ces monnaies sont des signes que vous ne touchez pas, que vous percevez, mais que vous ne touchez pas. Et d'ailleurs, si vous voulez régler une facture, vous ne pouvez pas faire autre chose que de demander à votre banquier de bien vouloir adresser la somme au banquier de la personne que vous voulez régler. Il y a toujours un système où on est au minimum 4 sur le principe « My people talk to your people ». Ça n'est pas vous qui me payez, vous demandez à votre banque de payer la mienne. Et c'est ça que rappelle cette scène. Ariane Tichit, à travers cette scène, on retrouve aussi cet imaginaire du cash, de l'argent liquide. Et on aurait pu penser que la dématérialisation de l'argent allait être une évolution technique sur laquelle on n'allait pas revenir. Et pourtant, l'apparition des monnaies locales a montré qu'il y avait une sorte de rematérialisation, en tout cas des initiatives de rematérialisation de la monnaie. Oui, absolument. Alors, il y a quelque chose aussi qui est pas souvent débattu ou exprimé, qui est le fait que la dématérialisation, attention, elle n'est absolument pas neutre. Et elle n'est pas neutre, notamment en ce qui concerne le type d'institution qu'on finance. Alors, c'est lundi, Mounia a fait un petit point sur la question de la perte sur les centimes d'euros entre le coût de fabrication et la valeur faciale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, sur les pièces d'euros, coût de fabrication, une pièce d'euro, c'est à peu près 15 à 17 cents pour les pièces de 1 et 2 euros. Donc voilà, le coût de fabrication est inférieur à la valeur faciale. Donc et c'est la même chose pour les que billets. vous posez là. Oui. Le coût de fabrication de la monnaie est matériel, hein. Oui. Donc on a pour les États et les banques centrales la possibilité au contraire de gagner de l'argent entre le coût de fabrication et la valeur faciale sur les pièces d'euros et les billets. Donc plus les gens utilisent les moyens de paiement gérés par les banques privées, les banques commerciales et que en dématérialisé, et moins il y a ce seigneuriage possible pour les institutions publiques. Alors cette question justement de la valeur et du coût de la monnaie matérielle, ça pose la question du choix aussi politique ou au moins citoyen qu'il y a derrière. Quelles sont les institutions que l'on décide de financer à travers le choix d'une monnaie ou d'une autre ? Absolument. Et donc, si vous voulez, il y a cet aspect-là qui est fondamental dans la compréhension de ce qui est en train de se passer, de ce qui se joue sur la question de la dématérialisation des moyens de paiement. Et puis, pour ce qui est des monnaies locales, effectivement, massivement, les monnaies citoyennes qui sont apparues, comme l'a rappelé Jérôme Blanc hier, autour de 2010 en France, ont choisi délibérément de circuler en matérialisé, pour justement ramer à contre-courant de cette dématérialisation. C'est assez symbolique. Et puis aussi, il y a une question énergétique. C'est que la monnaie dématérialisée à travers les terminaux de paiement de carte bleue, etc., c'est de l'électricité. C'est aussi des métaux lourds, etc. Donc ça a un coût environnemental qui est pas négligeable.
Et puis, d'un point de vue symbolique, les monnaies locales pensent que le fait que les gens aient vraiment des billets dans la main, quelque chose de tangible, ça fait plus sens. Il y a une dimension identitaire dans le fait de justement de manier de l'argent liquide aussi. Vous vouliez réagir, Ludovic Desmet? Oui. Oui, c'est une idée de dématérialisation qui me semble être quand même largement un mythe, parce que comme l'a dit Ariane, il y a tout un appareillage matériel pour produire même des monnaies qu'on appelle virtuelles. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'était un article dans les Échos de cet été, la puissance de minage, c'est-à-dire en gros les gens qui monnaient le Bitcoin nécessitent d'énormes quantités d'électricité. Et aujourd'hui, c'est la Chine qui mine 80% des Bitcoins. Et donc, on a pourquoi? Parce que l'électricité est assez peu chère et l'électricité en Chine elle est produite avec le charbon. Et donc pour le minage, il est virtuel et réel. Il y a Jacques Favier qui hoche la tête, qui est pas du tout content. Il faut des piocheurs qui aillent dans les mines de charbon pour produire l'électricité, pour que la Chine produise monnaie 80% des bitcoins qui sont produits aujourd'hui. Première chose. Et deuxième chose, dans l'idée de dématérialisation, on a l'impression qu'à chaque fois une nouvelle forme en chasse une autre. Et en fait, on voit très bien tous les jours qu'on manie aussi bien de la petite monnaie que des billets, que non, il y a plutôt un phénomène d'aller-retour ou de superposition. Oui, de superposition, voilà, de multiplication. C'est comme les moyens de transport ou même les médias. On avait l'impression que le livre « Ceci tuera cela » de Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris. On a l'impression qu'à chaque coup, le livre va remplacer la religion et puis ensuite va être chassé par les journaux, par la radio, par la télé. Puis à chaque fois qu'un nouveau médium arrive, on a l'impression qu'il va chasser. Puis aujourd'hui, on navigue entre les écrans, on lit le journal papier dans le métro et puis on lit une BD de Gaston Lagaffe le soir sur un support papier. Donc on a sa position, et on a du matériel sous toutes les formes. Jacques Favier. Oui, alors je suis assez d'accord avec Ludovic, au moins sur un point. Vous étiez plus d'accord, puis maintenant vous êtes d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Sur un point qui est le côté un peu mythique ou mythologique de la dématérialisation de la monnaie. Souvent, on vous dit, bon voilà, ça commence par la carcasse de mammouth, mais c'était pas pratique, alors on a inventé l'or, mais c'était lourd, alors on a inventé le billet de banque, et puis finalement on a inventé la banque commerciale, et tout ça paraît comme une sorte de progrès de l'esprit humain, alors qu'en réalité, vous voyez très bien que les Babyloniens avaient inventé des plaquettes d'argile avant la pièce d'or, que le troc, quand il existe, il n'est pas avant la pièce d'or, il est plutôt après, historiquement, et que l'histoire de l'économie n'est pas celle d'un progrès intellectuel drivé par des économistes et des banquiers centraux, mais une longue série de catastrophes dues aux guerres, à l'impécuniosité des États, à quelques faillites frauduleuses et à pas mal de bricolage. Le geste de Nixon le 15 août 1971 n'est pas une réflexion philosophique, c'est un geste désinvolte de semi-banqueroute. Alors, la dématérialisation de la monnaie, ça va, ça vient, et je suis tout à fait d'accord avec Ludovic pour dire il y a toujours eu une part de matérialité. Sur le Bitcoin, on lui reproche effectivement à la fois d'être virtuel et d'avoir une empreinte dans le monde réel très 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 élevée. Avec la technologie du blockchain. Oui, alors moi je crois qu'il y a quand même une innovation à la base aussi de cette nouvelle monnaie, on peut pas le nier. Bien sûr, c'est une innovation, c'est une expérience. Toujours l'utiliser. En général, on ne manque jamais de rappeler qu'elle est minée par des Chinois, ce qui est exact. Je ne sais pas comment Ludovic sait que ce sont des Chinois à charbon et pas des Chinois centrales hydroélectriques, c'est pas grave. On rappelle pas que les transactions Visa sont, elles, validées à 100% aux États-Unis d'Amérique et que le fait que nos transactions de banque passent par les États-Unis d'Amérique a coûté assez cher à certaines banques pour qu'on puisse se dire qu'on a un problème de souveraineté, que ce serait pas mal que nous, Européens, soyons en mesure d'affirmer une certaine forme de souveraineté sur la validation de nos écritures. En ce sens, c'est peut-être Monsieur Poutine, en décidant de miner un peu de Bitcoin, qui nous donne la voie à suivre. À nouveau, le Bitcoin est une monnaie qui a sa forme de matérialité dans son espace propre. Quand vous êtes bitcoiner, vous pouvez saisir digitalement. Il n'est pas dans votre première ou dans votre seconde main, selon que vous êtes droitier ou gauchère, mais il est dans votre troisième main, il est dans le téléphone. Quand vous le voyez dans le téléphone, il peut bien passer du téléphone de Jacques au téléphone de Ludovic en quelques secondes, et en ce sens, c'est un cash digital. C'est pas quelque chose de virtuel. Ariane Tichit, vous disiez que justement la matérialité ou la dématérialisation justement de la monnaie avait aussi un coût écologique notamment, mais c'est aussi une question d'idéologie, non? De choisir une monnaie matérialisée, une monnaie dématérialisée. Non, enfin pas pour moi en tout cas. Je voulais dire déjà que
vraiment, je rejoins les propos de Jacques sur la question de l'évolution de la matérialisation vers la dématérialisation qui est un mythe. Et puis le fait, moi je voulais amener le fait que c'était pas neutre, que les monnaies locales, choisissent d'être matérialisées, que derrière il y a un discours effectivement aussi sur l'environnement, sur les prises de conscience aussi de ce qu'on dépense en fait, parce que on se rend compte que les gens ont plus à l'esprit la quantité de monnaie qu'ils dépensent quand elle est matérialisée. En gros, quand vous avez plus de billets dans votre portefeuille, vous êtes bien rendu compte de ce que vous avez dépensé. Et comme ces mouvements ça fait quand même longtemps que les s'inscrivent- gens savent aussi que l'argent qui est inscrit sur leur compte en banque est tout aussi réel que l'argent qu'ils ont dans les mains. Oui, mais ça frappe moins les esprits. Enfin, vraiment. Et puis comme ces mouvements s'inscrivent dans aussi une philosophie de décroissance, de développement durable, de consommation responsable. L'idée, c'est que quand même les gens, sont plus conscients de ce qu'ils font quand ils ont entre les mains des billets qui sortent de leur portefeuille que quand vous avez une carte et puis les unités défilent et vous en rendez moins compte. Par ailleurs, c'est vrai que souvent on oppose, et Odile en a parlé hier, des idéologies entre les crypto-monnaies et puis les monnaies locales, donc qui seraient issues plutôt des mouvements d'économie sociale et solidaire, développement durable, etc. Et puis les crypto-monnaies et le Bitcoin en particulier, qui seraient plutôt portés par des courants anarchistes, libertaires, etc. Alors ce qui est vrai, c'est que, et Jacques en a parlé, Jacques Favier, c'est que dans les monnaies locales, il n'y a pas d'idée de contester les taxes et les impôts, alors qu'en partie dans la communauté des monnaies virtuelles décentralisées, il y a cette opposition, enfin cette différence, quoi. Mais cela dit, on voit, pour observer les communautés et être dans les deux, en ce moment apparaître une convergence entre les deux, c'est-à-dire que les monnaies locales commencent à se rendre compte qu'elles sont un petit peu verrouillées sur le fait qu'elles ne sont pas créatrices de monnaie. Elles n'ont pas la possibilité, elles, de créer à partir de facteurs quelconques des unités monétaires, qu'elles sont complètement, de ce point de vue-là, dépendantes des monnaies standards, puisque vous pouvez que avoir une unité de monnaie locale qui circule si, au préalable, a été émise une unité de monnaie standard qui a été convertie en monnaie locale. Et elles sont toujours dépendantes de la devise dans laquelle on l'achète. Voilà. Ludovic Desmet, dans ce lien justement entre l'unité et la souveraineté, on pourrait se dire que longtemps dans l'histoire, la monnaie a servi aussi à unifier, en tout cas peut-être les échanges sur un territoire, et qu'à d'autres moments, on se rend compte qu'au contraire, c'est une sorte de concurrence de souveraineté. Oui, il y a un message politique sur la monnaie, qu'elle soit métallique ou sous forme de billets papier. On a la figure du souverain qui est frappée sur les pièces ou qui est imprimée sur les billets avec des slogans de temps en temps. Et puis, généralement, quand on a une révolution, on change le système monétaire et on change matériellement dans la vie quotidienne de tous les citoyens la figure qui est imprimée sur le billet ou frappée sur les pièces. C'est le souci des révolutionnaires français qui réinventent le franc en quelque sorte, puisque c'était une monnaie du Moyen-Âge, et puis on redessine tout le système décimal, et le système métrique, etc. Et on a un nouveau système de compte pour les échanges économiques. C'est vrai aux États-Unis après l'indépendance, où on passe de la monnaie de l'ancien colonisateur qui était les livres sterling au dollar US. Le dollar était une monnaie qui venait du Mexique. Les colons américains s'y étaient accoutumés et ont décidé de passer au dollar US en 1792 officiellement, et se sont même demandé s'ils n'allaient pas se débarrasser aussi de l'anglais. Il y a eu des débats juste après l'indépendance pour savoir si il serait pas mieux de parler allemand pour se débarrasser totalement de l'image de l'ancien colon. Puis, et là on retrouve cette dimension très identitaire. Voilà. Et donc on a cette question-là, et la question de la quantité effectivement est centrale, mais aussi la question, et pour rejoindre cette idée de slogan politique, c'est la première industrie de masse, la frappe des monnaies, et dès que Watt
généralise la machine à vapeur. Il y a Boulton tout de suite qui propose à l'État anglais de frapper les pièces de monnaie pour son propre compte parce qu'il est plus performant que la couronne. Et on retrouve ces allers-retours entre justement le symbole d'un côté et de l'autre la technologie qui avance. Et vous, Jacques Favier, pour parler du Bitcoin, vous maniez un certain nombre de concepts, dont celui de programmabilité. Peut-être vous allez pouvoir nous expliquer le jargon que vous utilisez. Alors, je crois que Ludovic a raison sur un point, c'est qu'il faut toujours mettre en perspective tout ce qui est politique, sociétal ou communautaire, et tout ce qui est technologique. La monnaie, c'est une technologie, il a parfaitement raison. Il y a déjà eu des sauts technologiques. Une chose qui est intéressante en France, c'est le problème de savoir si on frappe au marteau ou si on passe au balancier, avec des enjeux, des maîtres monnayeurs qui font du lobby auprès du roi, etc. Donc il y a toujours cet aspect technologique. Dans l'aventure du Bitcoin, il y a deux choses qui se sont rejointes. Et pour atteindre cet état de cash numérique, c'est un impératif technologique qui était de trouver une monnaie fluide sur Internet. Car au fond, quand vous vous promenez dans la rue, que vous payez avec des pièces en euros ou avec votre carte Visa, l'expérience utilisateur est à peu près la même en temps dépensé, c'est très fluide. Par contre, essayez de faire rentrer votre carte Mastercard dans un ordinateur ou dans votre téléphone portable, ça va être beaucoup plus compliqué, il n'y a pas de monnaie fluide sur Internet. Et de l'autre côté, il y avait une pétition politique qui est de refuser la surveillance de masse. L'État n'a pas à savoir dans quel restaurant j'ai déjeuné, ni à plus forte raison avec si j'ai déjeuné seul ou à deux. Il n'a pas de raison de savoir si j'achète un lit à une place ou un lit à 2 places, quel livre j'achète, etc. Donc, avec cette difficulté de lier à la fois la surveillance d'un côté, de peut-être lutter contre une trop grande surveillance, et en même temps d'avoir une certaine traçabilité qui aurait rendu sinon la circulation dangereuse. Le Bitcoin, en tout cas l'anonymat. Le Bitcoin, contrairement à ce que pensent un certain nombre de gens qui ne le connaissent pas, est un bon équilibre dans la mesure où c'est une monnaie pseudonyme et que finalement il fait la part de ce qui est discret, avec qui vous avez déjeuné à midi, et de ce qui est secret si vous avez commis des crimes et délits. Généralement, quand vous parlez aux gendarmes, par exemple, ils considèrent le Bitcoin comme un outil de travail très approprié pour eux, parce que si vous faites de grosses sottises, ils vous retrouveront. Alors, donc il est à la fois, il n'est pas anonyme, mais il n'est pas directement nominatif, et il est traçable. Il est traçable si vous commettez des crimes. Tous ceux qui ont commis des crimes et des délits graves en Bitcoin dorment ou dormiront en prison. Maintenant, je veux revenir sur ce que vous avancez beaucoup, Jacques Favier. Écoutez, comme Jean Gabin tout à l'heure dans l'extrait que vous avez diffusé. Absolument. On retrouve ce côté romanesque chez Jacques Favier. Sur la programmabilité, il est vrai que le Bitcoin est une monnaie qui est une information numérique et qu'elle peut être enrichie. Elle peut être enrichie de métadonnées, c'est-à-dire que je peux, dans une transaction, rajouter l'empreinte cryptographique d'un document. Donc ça lui donne une fonction notariale, c'est-à-dire que je peux vous envoyer une fraction de Bitcoin dans lequel il y aura la trace d'un autre document, d'un autre fichier. Et puis surtout, je peux programmer les conditions de délivrance de cette monnaie. Par exemple, je peux envoyer une somme à votre enfant qui vient de naître pour ses 18 ans. Je peux faire des transactions à 2 ou 3. On est tous appliqués dans des colloques universitaires ou dans des événements. Imaginez que vous ayez besoin de créer un compte en banque pour un événement qui va durer 15 jours, international, avec 4 organisateurs, dont 2 au moins doivent signer. Il y a un Français, un Marocain, un Québécois et un Suisse. Allez à votre banque et demandez-leur un compte en banque qui fonctionne comme ça. Jamais vous ne l'aurez. Le Bitcoin, en quelques minutes, nous sommes 4 autour de cette table, ouvrir un compte et décider que 2 signatures sur 4 suffisent. Ça va nous prendre 5 minutes. Vous vouliez réagir, Ludovic Desmet, sur le Bitcoin ? Sur le Bitcoin et plus généralement sur le problème qui irrigue toutes les questions monétaires depuis des siècles, c'est le problème de la contrefaçon. Quand Nakamoto balançait quelques pages sur Internet en disant à une communauté cryptographique « Tiens, j'ai une idée, on peut s'échanger un moyen de paiement », son obsession, c'est de faire en sorte que personne ne puisse forger de fausses crypto-monnaies pour en disposer de manière gratuite. Et ça, c'est quelque chose qui, depuis Copernic, on en parlait tout à l'heure au XVIe siècle, jusqu'à aujourd'hui, passant par Jean Gabin tout à l'heure, avec sous la plume de Audiard, et quelque chose de central, et d'autant plus central dans les années 20 et dans les années 30, pour revenir un peu à l'histoire. On a une épidémie de fausses monnaies dans l'entre-deux-guerres, après l'effondrement de l'Empire austro-hongrois, et Mabuse dans le film de Lang est un faux monnayeur, et il déstabilise la société allemande. Et ça, c'est ce fantasme du Mabuse, ou en tout cas du faux monnayeur, qui déstabiliserait le système politique et social, il est constant. Et quand la Banque de France dit il y a quelques années « Attention aux utilisateurs de Bitcoin, ce n'est pas une vraie monnaie », on a toujours ce mythe-là.
Et le fait que le Bitcoin passe qui n'a pas été qu'un mythe, il y a eu quand même des bitcoins sur le darknet, ça n'a pas, même si maintenant ça représente une proportion faible, ça n'est pas qu'un mythe. Jacques Favier. Alors, je voudrais compléter ce qu'a dit Ludovic. Naturellement, les États ont toujours vécu dans la terreur de la fausse monnaie, mais enfin, parmi les plus gros faux monnayeurs de l'histoire, il y a les États. En période de guerre, les Anglais ont fabriqué des francs pour les envoyer chez Napoléon, qui préparait des livres sterling. Oui, c'est une art de guerre. Les nazis ont fait des livres sterling. Churchill a fait des marques. Et la monnaie de Paris, quant à elle, a fabriqué en argent des faux thalers de Marie-Thérèse pour les trafics coloniaux des uns et des autres en Abyssinie. Et Napoléon avait des wagons entiers de faux roubles juste avant d'essayer d'envahir Moscou. Quant à l'usage criminel de telle ou telle monnaie, oui, bien sûr, mais là, c'est typique de quelque chose qui émerge. Souvent, il faut leur reconnaître cette seule et unique vertu. Les crapules ont le nez très sensible et voient venir les nouveautés avant les honnêtes gens. On n'a pas interdit l'attraction avant à cause de la bande à Bono. Voilà, les voitures automobiles à moteur à pétrole continuent de servir de bélier pour casser les agences bancaires. C'est le risque immanent à toute monnaie. Voilà. Ariane Tichit, vous vouliez réagir? Oui. C'est ça, pour moi, tout ce qui est fraude, prostitution, etc., les gens n'ont pas attendu le Bitcoin pour que ça existe, hein, de même que financement d'armement, etc., on le fait très très bien avec les monnaies standards. Donc pour moi, c'est un faux argument, en tout cas, contre ces monnaies-là, qui, je rejoins complètement les deux autres intervenants. C'est que un outil et les communautés décident d'en faire ce qu'elles veulent, en fait. En fait, mon objectif, c'est de créer un écosystème monétaire dans lequel il y a des monnaies sociales. Vous avez d'abord la monnaie conventionnelle, la monnaie des dettes bancaires continue dans cette logique. Quand vous avez un monopole, la bonne solution, c'est de ne pas le remplacer par un autre monopole. La bonne solution, c'est de commencer à diversifier. Bon. Il y a des monnaies de nature sociale, c'est-à-dire qui résolvent des problèmes sociaux, de nature vieillissement de la population, soins des gosses, soins de l'environnement, tout ça. Vous avez aussi des monnaies pour entreprises, interentreprises. La Suisse a un système de ce genre qui est très efficace et qui fonctionne très bien depuis 1934 et qui est l'explication de la stabilité économique suisse. Ce n'est pas le chocolat, ce n'est pas la montagne, ce n'est pas les vaches. C'est ce deuxième système dont personne ne parle, qui s'appelle le BIR. Il y a des villes et des gouvernements qui devraient créer leur monnaie. En Grèce, actuellement, les problèmes sociaux vont exploser, le gouvernement central est complètement corrompu, les villes doivent essayer de sauver ce qu'il y a moyen de sauver. Pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas créer eux-mêmes une monnaie et exiger une contribution dans cette monnaie-là qu'ils créent eux-mêmes, qui permettrait de remettre en action, entre autres les jeunes, dans lesquels le non-emploi est de 50%. Donc il y a pas simplement des monnaies sociales, il y a aussi les monnaies interentreprises et les monnaies gouvernementales de différentes tailles et qui ensemble créent un écosystème naturel. Ariane Tichit, vous avez choisi de nous faire écouter cet extrait de Bernard Lietaer, justement qui propose cette hybridité des systèmes de monnaie. Absolument, et pour moi, je rejoins complètement sa pensée, qui défend le point de vue selon lequel, pour avoir un système monétaire et financier résilient, on a vraiment besoin de diversité, donc de monnaies qui font des choses différentes. Et c'est exactement ce qu'on est en train d'observer à l'heure actuelle avec l'émergence dont on parle depuis tout à l'heure, de diversité, de divers projets monétaires portant des valeurs différentes, etc. Et en particulier sur le mouvement des monnaies locales. En même temps que la dématérialisation, ce qu'on voit apparaître, puisque c'est possible depuis la loi Macron 2015, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2016, c'est la possibilité de crédit interentreprise, c'est-à-dire de monter des structures de type VIR en Suisse, qui sont en train d'apparaître et qui donc, à travers une monnaie dématérialisée, permet aux entreprises de se faire du crédit mutuel. Alors, et des monnaies locales s'en emparent, c'est-à-dire que vous avez une convergence, une mise en commun, si on veut, d'un côté d'un système de crédit interentreprise avec une utilisation locale. Donc on voit apparaître des innovations qui cumulent en fait différents projets pour en faire des nouveaux objets. Ludovic Desmet, on se dit justement que cette tendance, elle concerne aussi les États, puisque il y a ces projets naissants qui sont parfois plus que naissants de crypto-monnaie nationale.
Oui, alors on a un essai de récupération, effectivement. La Banque d'Angleterre était intéressée par ça, mais on a aussi le Vietnam ou l'Estonie qui essayent, à partir de cette innovation technique, Et la Chine de remettre de la souveraineté, en quelque sorte, typique, national, étatique, comme on voudra, sur ce type de moyen de paiement. Le gros problème étant la consommation d'énergie, mais la Banque d'Angleterre a quand même, il y a 2 ans, publié un gros rapport là-dessus, et la souveraineté qui a l'air d'être évacuée par ces crypto-monnaies, et elles sont travaillées à la fois par le projet de départ, c'est une monnaie étatique et bancaire. Et en fait, à la fois les États et les grandes banques américaines ou européennes essayent de voir comment elles pourraient s'introduire dans le système. Et tout en risquant de concurrencer la devise nationale. Oui, alors après, il faut voir dans quel... Non, il peut y avoir un taux de change fixe, parce que le gros problème, comme on l'a pas dit, c'est que c'est l'extrême variabilité du cours. C'est-à-dire que si on crée notre Bitcoin là pour organiser un colloque dans 15 jours, qu'il est aujourd'hui à $4,000 et qu'il passe à 8 000 dans 15 jours, ou qu'il passe à 10 cents, ça va quand même nous poser des problèmes. Prise Unique avait pensé faire sa comptabilité en Bitcoin, puis ils se sont dit, finalement, on va peut-être attendre un peu. Donc ça, c'est quand même le problème central, c'est qu'il n'est pas le problème des monnaies locales qui sont adossées au système bancaire et à l'unité nationale, c'est que les crypto-monnaies ont une extrême variabilité du cours et leur dimension réserve de valeur est extrêmement fluctuante. Le Bitcoin avait pris énormément de valeur au moment où il y a eu une menace sur la saisie des dépôts bancaires à Chypre, parce que toute la mafia russe s'est dit il va falloir qu'on convertisse nos avoirs chypriotes. Jacques Favier, la question justement des crypto-monnaies nationales, elle repose cette question technologique que vous avez évoquée avec le Bitcoin, à savoir, ce n'est pas parce qu'il y a la technologie blockchain qu'on va toujours l'utiliser. Comment est-ce que ces crypto-monnaies nationales vont faire fi de la Banque centrale? Quels vont être les intermédiaires? La seule qui puisse créer une crypto-monnaie nationale, c'est la Banque centrale. Oui. La Banque centrale a ce pouvoir un peu miraculeux de prendre un morceau de papier et de dire ça vaut 100 €. Il peut prendre un token électronique et dire ça vaut 100 €. Du moment que ce token électronique est admis en paiement de l'impôt, comme il n'y a que 2 choses certaines sur Terre qui sont la mort et les impôts, je ne sais rien de vous sauf que vous allez payer des impôts. Si mes tokens me permettent de payer mes impôts, ils permettent de payer les vôtres, et donc ça devient une monnaie ayant cours légal ou de facto dans le pays. Rien n'empêcherait la Banque centrale qui émet des coupures de 10, de 5 et de 50 ou de 100 de faire aussi une coupure de 100 ou une coupure de 1000 sous forme de crypto jetons. Il y aurait donc aucun problème de change. Par contre, tous les bénéfices de l'enrichissement de la monnaie et des transactions en information, de l'enrichissement de la monnaie en programme, du greffage sur cette monnaie de contrats informatiques auto-exécutables, tout ça serait ouvert à des monnaies qui seraient des monnaies de souveraineté nationale. Je pense que les États, les banques centrales qui sauteront le pas en premier, marqueront un coup de maître. Et c'est l'heure des nouvelles de l'écho. Bonjour Monia Van de Castel. Bonjour Maëlys, bonjour à tous. Alors d'abord le fait du jour. Eh bien c'est l'anniversaire d'Alipay. Vous évoquiez justement les différentes évolutions de la monnaie, son ancrage territorial, mais aussi sa dématérialisation. Justement ça tombe à pic, Alipay est né il y a tout juste 3 ans et c'est le premier service de paiement mobile né en Chine, lancé par le géant de l'e-commerce chinois Alibaba. Alors Alipay, ça permet de payer avec son smartphone, de transférer de l'argent ou encore de réserver un taxi ou un hôtel. Fin 2016, il détenait plus de la moitié du marché chinois devant son rival local WeChat, développé par Tencent. Il revendique ainsi plus de 450 millions d'utilisateurs dans le monde. Il faut dire que le volume des transactions mobiles s'est envolé en 3 ans, et en Chine tout particulièrement, alors que le cash était encore roi il y a 4 ans. D'ailleurs, c'est amusant parce que 84% des Chinois qui utilisent WeChat se disent prêts à vivre sans argent physique. Et même dans les provinces les plus reculées, on paye désormais avec son téléphone intelligent. Et en France, on en est où ? Eh bien, si l'usage des réseaux sociaux pour les paiements est totalement banalisé en Chine, cette confiance n'est pas de mise partout. Et selon une étude, 3/4 des Français ne seraient pas prêts à partager des données personnelles via des réseaux sociaux type Facebook, même pour avoir un meilleur service bancaire. En revanche, et là aussi c'est amusant, ils se méfient beaucoup moins de leur banque pour leur confier de telles données. En fait, les Français sont bien conscients que les nouvelles technologies peuvent leur simplifier la vie, mais en matière de paiement, il faut y aller doucement. Ne parlons pas des technologies plus émergentes comme la blockchain que vous évoquiez tantôt. Plus de 8 personnes sur 10 ne seraient pas capables d'expliquer de quoi il s'agit.
Vous êtes en train de nous dire que les Français sont conservateurs. Alors n'exagérons rien, le nombre d'utilisateurs a quand même doublé par rapport à 2012 et les Français sont désormais 15% à déclarer régulièrement payer avec leur mobile. Mais ils restent encore loin derrière leurs voisins européens. Cela dit, pas d'inquiétude, aux États-Unis, ils sont à peine plus nombreux. Mais Alipay et WeChat misent beaucoup sur ce marché où ils veulent concurrencer Apple Pay compte tenu de la présence des touristes venus d'Asie. Cet engouement de la Chine va sans doute générer de nouveaux comportements, plus largement en Asie et dans le monde, notamment grâce aux services de paiement instantané et à la nouvelle réglementation européenne censée entrer en vigueur l'an prochain. Alors ça va sans doute faire émerger de nouveaux acteurs sur le marché, surtout que les moyens de paiement représentent un secteur plus que porteur, avec 90 000 employés et une valeur ajoutée de près de 7 milliards d'euros. En revanche, si la tendance générale semble évoluer vers une dématérialisation totale de la monnaie, la fin du cash ne semble pas encore pour demain. La France a interdit les paiements liquides de plus de 1 000 €, le billet de 500 € a été supprimé, les retraits effectués aux distributeurs ne progressent plus. Oui, mais si vous prenez le chèque, par exemple, il était censé disparaître il y a 40 ans. Étonnamment, il reste encore assez utilisé. Les Français feraient ainsi 3 chèques par mois en moyenne, comme quoi le changement, ça prend du temps.